Parler cuisine, épisode numéro 12. Vous écoutez Parler cuisine, le podcast dédié à la cuisine où on ne parle que de bonne nourriture. C'est Marc au micro et je suis en compagnie de Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors, les auditeurs se rendent pas compte, mais ça fait en fait plus d'un mois qu'on ne s'est plus vu pour enregistrer un épisode dans ce podcast. Les derniers qu'on avait fait, c'était au mois d'août. Il y a eu un mois de septembre très chargé. Et toi, de ton côté, Guy, tu as eu la rentrée, parce qu'il est toujours dans l'enseignement. Tout à fait, tout à fait. Ça s'est bien passé? Chargé. Ben, ça s'est bien passé, ne nous plaignons pas. Hein. Ah, Ils sont sages comme des images jusqu'à nouvel ordre. Hein. voilà. Souviens-toi, le premier épisode, c'était à la fin de l'année scolaire, donc. Ah oui, c'est vrai que le temps passe. Hein. Ça Et passe. puis finalement, il y a des épisodes qui sont en train de se mettre en ligne, donc tout doucement. Et on vient d'en discuter, de tenir la route et d'en mettre le plus régulièrement possible à la disposition de nos auditeurs. Voilà, notre but, c'est d'apporter la cuisine dans vos oreilles. Et surtout d'être à votre disposition. Parce que ce podcast est aussi le vôtre. Vous pouvez interagir avec nous via notre page Facebook, via notre email, via notre site. Vous pouvez laisser un commentaire. On est là pour vous apporter ce qui vous intéresse. Donc si vous avez une question sur la cuisine d'une manière générale, si vous avez une question sur un problème en particulier, n'oubliez pas qu'il y a toujours Guy qui est prêt à vous répondre. On essaiera en tout cas de trouver une réponse. Hein. Voilà. Alors moi de mon côté, j'ai été au mois de septembre assez occupé à engager avec d'autres podcasteurs. Donc je suis toujours en train d'apprendre comment faire des podcasts. J'ai notamment assisté à la conférence New Media Europe à Manchester qui était le 12 septembre ou qui était suivie par une soirée de gala de remise des prix du podcast européen. Et on n'était pas inscrits. Il y a eu quand même une centaine de podcasts qui étaient représentés là-bas. Moi, là, c'était une opportunité pour moi, après la remise des prix, d'aller discuter avec les gagnants et de voir un petit peu, c'est comment vous faites. En comparant les chiffres de podcasts qu'ils font, je me dis, on s'en sort pas mal. En tout cas, merci beaucoup pour les auditeurs qui nous écoutent depuis, j'avais recensé 27 pays dans le monde de manière récurrente. Et merci à tous. La moitié de nos auditeurs sont en France, donc bonjour les Français. Et puis bonjour les francophones du monde entier. Alors, ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal de trucs pour améliorer notre podcast et apporter plus de valeur à nos auditeurs et de pouvoir continuer à avancer. Alors, une bonne nouvelle pour nous et pour les auditeurs aussi, c'est que d'une manière générale, les professionnels du podcast s'accordent pour dire que 90% des podcasts ne passent pas l'épisode numéro 7. Et on est là à l'épisode numéro 12. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous. Et on ne compte pas s'arrêter là. Guy est plein de ressources et il m'a dit, oh non, maintenant on a commencé, il faut qu'on continue. Donc on va vous emmener maintenant, on est au mois d'octobre, on va vous emmener tout doucement à travers une saison d'automne gustative et gastronomique jusqu'à la période des fêtes, où Guy m'a déjà montré, il m'a présenté un plan de très bonnes choses. Et puis après on va continuer tous ensemble la route à travers notre voyage de notre expérience gustative audio à travers ce podcast que j'espère être très enrichissant pour vous. Alors Guy, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, nous allons parler aujourd'hui d'une recette tout à fait basique et sans aucune prétention, mais par contre qui a toute une série de possibilités, d'opportunités. C'est la fondue de tomates à la portugaise. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler presque un condiment, c'est-à-dire quelque chose qu'on va utiliser donc dans une quantité plus ou moins réduite selon les recettes, plus ou moins importante selon d'autres, et qui est finalement une base. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'à certains moments, les tomates étaient relativement bon marché. Et il faut évidemment utiliser des tomates qui soient bon marché, et c'est maintenant l'opportunité. Nous arrivons dans l'automne, donc le gastronome va déjà tout doucement se diriger vers certains aliments qui annoncent l'hiver, qui annoncent les fêtes de fin d'année. Et les tomates sont encore sur le marché. Pourquoi ? Parce que dans nos régions, France, Belgique, elles sont toujours cultivées sous serre. Et donc, elles ne sont pas encore sensibles aux aléas du climat. Et on n'est pas obligé de chauffer les serres puisque pendant la journée, il fait suffisamment chaud. Donc, il y a toute une série de tomates qui interviennent sur les marchés et qui ne sont plus très à la mode puisque les barbecues, c'est quasiment terminé. Et puis, on a envie de manger plus On mange plus de chaud. salade. Hein,
on mange moins de salade, moins de crudité, on a envie de manger plus chaud. Donc, les tomates, généralement, sont à des prix, très très bas. D'autant plus si on opte pour une série de tomates qu'on pourrait appeler des tomates non pas déclassées, mais des tomates qui ne sont pas, par exemple, calibrées. Le second choix. Non, le second choix n'est pas un bon terme parce que il voudrait dire que les tomates sont éventuellement défraîchies ou abîmées. Moi, je vais plutôt dire que quand on a l'occasion d'avoir un marchand de légumes qui travaille ce genre de produits, il a des prix extrêmement intéressants. Des tomates non calibrées, ce sont des tomates qui sont cueillies, où il y a des petites, des plus grosses, éventuellement même parfois des biscornues, mais qu'on a par exemple pour 80 centimes d'euros le kilo. On a une caisse de 5 kilos pour 3 euros par exemple. Donc ça vaut la peine. Alors ne faites surtout pas une fondue de tomates à la portugaise avec des tomates premier choix calibrées que vous allez payer 2,50 € ou 3 euros le kilo. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc c'est vraiment à utiliser avec des tomates qu'on a dans son jardin ou bien des tomates qu'on peut avoir à un prix extrêmement intéressant. Alors, en quoi consiste une fondue de tomates à la portugaise? Eh bien, finalement, ce sont des tomates que l'on a coupées en dés et que l'on a fait cuire avec de l'oignon ou de l'échalote, une petite pointe d'ail, un petit peu de matière grasse. Et le but, c'est surtout de faire évaporer une bonne partie de l'eau de végétation. Pourquoi? Parce que les tomates contiennent au moins 90-95%, donc 90-95% d'eau. Et si on veut congeler ce produit-là pour l'hiver ou bien pour un emploi ultérieur, ce n'est vraiment pas la peine de mettre de l'eau au congélateur, c'est utiliser de l'énergie et de l'espace pour rien. Donc on va voir comment on peut réaliser cette fondue de tomates à la portugaise. Donc je vais vous donner ici des proportions pour 1 kilo de tomates, je dirais après avoir été émondées et pépinées. Je vous explique comment on fait. Ce qui veut dire que vous pouvez prévoir à peu près 1,5 kg, entre 1,5 kg et 1,750 kg de tomates à la base. Bon, après, on fait une règle de 3 en fonction du On fait une petite règle de 3, mais bon, c'est pour vous donner une idée. En fait, c'est vraiment une petite idée des proportions. Donc, vous prenez vos tomates. Première opération, les monder ou les émonder, c'est le même mot, ça veut dire les éplucher. Alors, je rappelle comment on procède. On fait bouillir de l'eau dans un petit poêlon ou dans une petite cocotte. On prépare ses tomates, une petite opération préalable avec un couteau pointu, on enlève la mouche de la tomate et puis on fait une toute petite incision du côté où la mouche se trouvait, c'est-à-dire le pédoncule de la tomate, et on enlève sous forme d'un tout petit cône la partie verte qui se trouve à l'intérieur de la tomate, de manière à ce qu'elle ne soit pas, je dirais, nuisible par la suite, cette petite partie un petit peu plus dure et un petit peu plus ligneuse. Donc on fait une pédonculectomie. Par exemple, ce serait un bon terme à employer, effectivement. Difficile à placer dans une conversation. Oui, tout à fait. Mais enfin, bon, on peut toujours faire un quiz, un jeu en société. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, ça rapporte bien au Scrabble. Ça pourrait rapporter au Scrabble. Je suis pas certain que le mot soit dans le dictionnaire en plus. Et alors, on peut également faire une toute petite incision, mais qui n'aurait pas plus de 1 ou 2 millimètres de profondeur avec la pointe du couteau, du côté opposé. Une petite croix qui permet de peler la tomate plus facilement par la suite. Mais seulement cette opération-ci, la dernière, elle n'est pas vraiment indispensable, mais on peut le faire. Alors on plonge ces tomates, on les dépose, je vais dire, dans le récipient d'eau bouillante. Alors par combien à la fois? Si on a 1,5 kg de tomates à faire, on met 4 tomates à la fois par exemple. Donc on va faire l'opération 2-3 fois. Et puis on récupère la tomate après avoir compté jusqu'à 10, lentement, 1, 2, 3, 4, 10 5... crocodiles alors. 10 crocodiles ou bien une bonne dizaine de secondes en fait. Et puis on récupère les tomates avec une écumoire ou mieux avec une araignée. Alors une araignée, qu'est-ce que c'est? C'est un genre d'écumoire mais qui n'est pas faite avec une plaque, avec une tôle d'acier, mais bien avec des fils d'acier entrelacés. Ça permet bien sûr de beaucoup mieux. Ils font des spirales comme ça. Ils font des spirales, ça permet de bien mieux égoutter ces légumes que l'écumoire traditionnelle. Et on dépose ces tomates à côté de soi dans un récipient, dans un petit plat dans lequel on a mis de l'eau froide du robinet. Alors il n'est pas nécessaire de mettre des glaçons, ça revient cher. Le but c'est tout simplement d'arrêter, je dirais, la cuisson de la tomate de manière à ce qu'elle ne continue pas de cuire pendant que vous allez passer les autres à l'eau bouillante. On attend que l'eau revienne à ébullition avant de mettre les autres tomates. De là l'intérêt d'avoir un feu suffisamment fort, donc on se met sur un bec assez puissant et on le met au maximum pour ne pas perdre de temps. Et puis, lorsque les tomates ont été refroidies, on les dépose à côté et on remet de nouveau les tomates qu'on vient débouillanter dans l'eau froide de manière à arrêter la cuisson. Alors, une fois que c'est fait, l'eau des tomates, on s'en sert éventuellement pour faire de la vaisselle puisque elle n'a rien normalement de sale puisque les tomates étaient propres en principe au départ.
Hein, on peut même éventuellement cuire quelque chose dedans, parce qu'on pourrait dire, tiens, on va jeter l'eau, ben ça ne sert à rien. Non, c'est bête de jeter l'eau, elle n'a absolument rien de nocif. Donc, on va maintenant peler ces tomates. Alors, ben, comme je vous avais dit, on a fait une petite incision éventuellement à l'arrière de la tomate, donc avec la pointe du couteau, on s'introduit dans cette petite incision et on pèle la peau qui doit venir extrêmement facilement. Alors les deux cas qui peuvent se présenter, c'est qu'éventuellement on n'a pas laissé les tomates suffisamment longtemps. À ce moment-là, la peau risque d'adhérer un tout petit peu trop fort et on le sait pour la prochaine fois. Et l'autre cas, c'est qu'on a laissé les tomates un tout petit peu trop longtemps et à ce moment-là, on a déjà l'équivalent d'1 millimètre de chair de tomate qui est cuite et alors on a les mains qui sont toutes sales parce qu'évidemment on a de la purée de tomate sur le doigt. Ouais. Donc on le sait. Et la prochaine fois, ben on fait attention, on règle un petit peu son temps en fonction de la maturité des tomates d'une part et de la puissance de son feu si on a eu l'imprudence de mettre les tomates dans une eau qui n'était pas trop bouillante. Voilà, donc les tomates sont épluchées, on les a dans un plat, maintenant il va falloir les épépiner. Alors, normalement, quand on fait de très très beaux dés de tomates par la suite, par exemple pour des garnitures de plats, on ne va utiliser que la partie de chair qui se trouve à l'extérieur de la tomate, donc on va dire la coque de la tomate, et on enlève tout le reste. Ici, ce n'est pas le but, c'est d'utiliser toute la chair de la tomate sans l'eau de végétation et sans les pépins. Alors, la méthode la plus simple pour enlever cette eau de végétation et ces pépins, on met la tomate à plat sur sa planche, avec un couteau, on la coupe en deux à l'équateur, donc dans le sens transversal, et nous voilà donc avec 2 demi-tomates qui sont coupées en deux au milieu de la tomate. Il n'y a pas 36 solutions, on prend chaque demi-tomate dans une main, et avec l'index de l'autre main, eh bien on s'introduit dans les alvéoles, et avec le doigt, on enlève le jus et les pépins que l'on met dans un bol à part. Alors, pourquoi est-ce que je dis on met dans un bol à part? Eh bien, parce que on peut toujours les utiliser. Alors, on peut les utiliser si un jour on fait du potage tomate et qu'on veut mettre cette eau de végétation dedans. On peut les mettre dans du bouillon, mais on peut surtout aussi récupérer les graines pour les faire pousser l'année suivante si on en a la possibilité. Okay, et je vous donne ici... Il suffit de les mettre au compost et après de récupérer le compost. Récupérer les plantes de tomates, oui. C'est une solution. Maintenant, je vous donne quand même le petit truc, comment on fait pour récupérer des graines de tomates si on veut un jour les ressemer. Alors, il faut pas croire qu'il suffit de les récupérer, de les faire sécher et de les mettre dans une petite boîte jusqu'à l'année suivante. Non, il y a une petite opération qu'il faut faire. Hein. Donc, on met les graines et le jus dans un verre, hein, et ce verre, on le pose sur sa fenêtre au soleil pendant 2-3 jours. Et quand il y a un voile de moisissure qui arrive au-dessus, donc on laisse moisir finalement, hein, quand on a un voile de moisissure qui arrive au-dessus de sa purée de tomates, disons de pépins de tomates et de jus de tomate, c'est bon, il suffit de les prendre, on verse tout ça dans une petite passoire, on rince sous l'eau courante, de manière à ne plus garder que les graines, et puis on les fait sécher sur de l'ouate ou sur un papier absorbant, et puis après seulement on peut les récupérer. Et on m'a expliqué dans une foire, je dirais aux graines, que ça c'était la meilleure manière qui permettait de faire pousser 90 à 100% de ces graines récupérées, et que si on ne procédait pas à cette opération-là, eh bien il y en avait que 5 ou 6% qui risquaient de pousser. Donc celui qui veut récupérer ces graines de tomates, voilà, en passant la petite recette. Voilà. Donc maintenant nous avons nos 2 demi-tomates qui sont épépinées. Il faut maintenant les couper en dés. Alors, quand on dit des tomates concassées, ce n'est pas donner des coups de couteau à tort et à travers n'importe comment dans les tomates. On les coupe d'abord en tranches, hein, de manière transversale de nouveau à plat sur sa planche. Quelle épaisseur? À peu près 1 centimètre, hein, je dirais entre 8 mm et 1 centimètre, c'est à peu près la norme. On peut les faire un tout petit peu plus petites ces tranches, mais moi je dirais 7-8 mm, c'est bien. Une fois qu'on a des tranches, eh bien on les coupe à ce moment-là transversalement, un petit peu comme si on avait des frites dans l'autre sens, et puis de nouveau dans le 3e sens, et on a des dés de tomates tout simplement que l'on va rassembler, qu'on va mettre dans un plat jusqu'à l'opération suivante. Alors, on peut réaliser la fondue de tomate soit avec de l'échalote, soit avec de l'oignon. Alors, quelle est la différence, je dirais, dans l'utilisation par la suite? Alors, si on réalise, il y a le prix d'une part. C'est vrai que l'oignon coûte nettement moins cher que l'échalote, surtout si c'est de la vraie échalote, hein. L'échalote grise ou l'échalote rose. Hein, je ne parle pas de l'échalion ou les échalotes cuisses de poulet qui sont en fait non pas de la véritable échalote, mais un genre d'hybride entre l'oignon et l'échalote. L'oignon coûte évidemment beaucoup moins cher. Non, je dirais que c'est au niveau de la finesse. Si c'est une utilisation basique, eh bien à ce moment-là, on va plutôt mettre de l'oignon. Si maintenant on compte s'en servir comme entrée ou comme du moins comme
auxiliaires pour réaliser une entrée, que ce soit dans une sauce, pour du poisson, pour une entrée avec des œufs, etc. Là, je suggère plutôt de mettre de l'échalote qui va, disons, ennoblir la préparation. Mais ça, c'est vraiment au choix. Alors, est-ce qu'on peut mettre de l'ail ou pas? Ça, c'est de nouveau une question de goût. Dans la recette classique, on met une petite pointe d'ail. Maintenant, celui qui ne supporte pas l'ail ou qui n'aime pas l'ail n'est pas obligé d'en mettre, bien entendu. Le but ici, je vous rappelle, c'est de faire de la fondue tomate qu'on va pouvoir mettre dans des petits pots, dans des petits tupperwares, et mettre ensuite au congélateur pour les utiliser, je dirais, lorsqu'on en a besoin au fur et à mesure. Donc, utiliser finalement en hiver quelque chose qu'on aura mis en place en été ou à la fin de l'été, au début de l'automne. Donc voilà, vous avez le choix, oignon, échalote, ail, pas ail. Alors l'ail, de quelle manière on peut le mettre? Bien sûr de l'ail frais, des gousses fraîches que l'on va soit hacher finement, soit concasser finement, soit encore passer au presse-ail. Je rappelle que les personnes qui sont, je dirais, sujettes à ne pas trop bien digérer l'ail peuvent fendre la gousse en deux et enlever le germe. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas ce problème-là, donc je ne m'en tracasse pas trop. Mais c'est vrai que celui ou celle qui a des petits problèmes de digestibilité avec l'ail, il peut enlever le germe qui se trouve au milieu de la gousse. Voilà, pour ce qui concerne les produits. Maintenant, quelle matière grasse va-t-on utiliser? On va utiliser soit du beurre avec l'échalote, soit de l'huile avec l'oignon. Pourquoi? Parce que c'est entre guillemets traditionnel. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre de l'huile d'olive avec l'échalote et de mettre du beurre avec l'oignon si vous le souhaitez. C'est vraiment une question de goût. Et traditionnellement, je dirais, on considère qu'au sud de la Loire, on commence à cuisiner, je dirais, beaucoup plus avec de l'huile d'olive qu'avec du beurre. Et au nord de la Loire, c'est le beurre qui l'emporte. Maintenant, la cuisine méridionale s'étant, je dirais, diffusée partout en Europe, et l'huile d'olive aussi, il n'est pas inadapté d'utiliser de l'huile d'olive, même dans les contrées nordiques, vous l'avez bien compris. Il nous faut maintenant, donc je disais, de l'oignon ou de l'échalote. Alors, quelle quantité? Eh bien, considérons qu'il faut entre 50 et 100 grammes d'oignon ou d'échalote par kilo de chair de tomate. Alors, il ne faut pas mesurer, il ne faut pas peser, il faut vraiment faire ça à l'œil. Je dirais que 50 grammes, c'est ce qu'on va dire être le minimum, et 100 grammes le maximum. Pourquoi? Parce que sinon, le goût de l'oignon ou le goût de l'échalote vont devenir, je dirais, assez important. Et alors, votre fondue de tomate va commencer à être un petit peu trop typé oignon ou échalote. Et on va essayer de la garder la plus neutre possible, du moins si on veut en faire toute une série d'usages standards. Voilà. Donc maintenant, comment fait-on pour préparer son oignon ou son échalote? Bien sûr, on épluche l'oignon, on épluche l'échalote. On doit de nouveau les tailler en toutes fines brunoises, donc en tout petits dés, les plus petits possibles. Alors considérez pour la taille des petits dés qui font 2-3 mm de côté de section. Alors j'ai déjà expliqué dans un autre podcast comment on faisait. Si c'est un oignon, on le coupe en deux de manière non plus transversale mais longitudinale, c'est-à-dire en passant par la mouche et en passant par la queue. Donc on a un demi-oignon. Si on est droitier, on le pose sur sa planche avec le côté de la racine vers la gauche, et de nouveau avec un couteau bien effilé, bien fin. Moi, j'utilise pour ça le filet de sol, c'est celui que je trouve le plus adapté lorsque je travaille pour cet usage-là. Je coupe de toutes fines tranches d'abord horizontalement, ensuite verticalement en allant, je dirais, de la mouche vers la queue, et puis après de nouveau dans le troisième sens, et j'ai un beau hachis d'oignon ou un bel hachis d'échalote. C'est pour moi la seule manière la plus intelligente de faire. Maintenant, celui ou celle qui dispose d'un petit hachoir mécanique, vous savez, ces hachoirs électrique avec aussi. un petit ressort. Oui, il y avait des mécaniques qui fonctionnaient à la main. Donc c'était une espèce de, je dirais, de petit appareil avec une cloche dans laquelle se trouvaient des lames. Et alors il y avait un ressort. Alors quand on était en position habituelle, les ressorts étaient donc remontés, la lame aussi. On mettait son demi-oignon ou son échalote en dessous, et puis après on tapait vigoureusement 20, 30 ou 40 fois sur la petite poignée de petits buzzer qu'il y avait au-dessus, et on avait à la fin des oignons hachés ou de l'échalote hachée. Bon, c'était un genre d'instrument qu'on vendait, qu'on vend peut-être encore d'ailleurs sur les foires, sur les marchés, etc. Ça ne marche pas mal, il faut reconnaître que ça ne marche pas mal. La seule différence, c'est qu'on a un résultat où c'est plutôt un hachis régulier d'oignons ou d'échalotes, et si on va un peu trop loin, on a de la purée plutôt que d'avoir des échalotes hachées. Mais ça peut marcher pour la personne qui n'est pas trop habile du couteau et qui veut, disons, avoir quand même quelque chose. Alors il y a, comme tu le disais Marc, le petit hachoir électrique qui peut aussi très très bien marcher et qui permet d'avoir aussi de l'oignon, d'échalote haché
mais de manière plus ou moins irrégulière. Mais enfin voilà, ça c'est une question de goût. Alors, quel récipient va-t-on utiliser pour réaliser sa fondue de tomate? Je rappelle que le but c'est d'abord de cuire la tomate d'une part, elle doit perdre son acidité et elle doit aussi surtout perdre son eau de végétation. Donc il faut avoir un récipient qui soit le plus large possible par rapport à sa hauteur. Alors les professionnels, pour faire ce genre d'opération, ils vont utiliser ce qu'on appelle une braisière, si c'est une grande quantité, ou éventuellement un rondeau, c'est le nom adapté au récipient qu'on utilise. C'est un récipient qui fait parfois 40, 50 cm de large pour 10, 12, 13, 14 cm de haut. Il y a également ce qu'on appelle un plat à sauter, qui est la même chose en version plus petite avec un manche. Alors la ménagère, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Généralement, elle n'a pas 36 options. Soit une poêle un petit peu haute, genre poêle revêtue d'une matière incollable, soit éventuellement une casserole large, pas prendre, ou une sauteuse, mais ne pas prendre, par exemple, les casseroles dans lesquelles on cuit des asperges ou des spaghettis qui sont très hautes, tout en étant très étroites. Donc le but, c'est vraiment d'avoir la plus grande surface possible pour que l'évaporation soit, la plus rapide possible, parce que sinon on va devoir faire cuire sa fondue de tomate pendant des heures, et le but c'est quand même pas non plus de gaspiller de l'énergie, ça coûte cher. Donc voilà, on fait fondre sa matière grasse, on la fait chauffer. Si c'est de l'huile, on la fait fondre si c'est du beurre. Dès le moment où le beurre est mousseux et l'huile chaude, on ajoute les oignons ou les échalotes et éventuellement la pointe d'ail, et on mélange avec une cuillère en bois. Le but, ce n'est pas de faire colorer ni l'oignon ni l'échalote, c'est de les faire fondre au beurre, et à ce moment-là, la source de chaleur ne doit pas être trop importante. Il ne faut certainement pas faire roussir ni colorer les oignons ou les échalotes, et encore moins l'ail. Une fois que l'ail ou les oignons ou les échalotes deviennent légèrement transparents, on peut ajouter les tomates. À ce moment-là, on ajoute donc les tomates en dés qu'on avait gardées dans un plat sur le côté, et on augmente la source de chaleur de manière à amener le plus rapidement possible l'ensemble à une température proche de 100 degrés. Le but, c'est bien sûr de faire, cuire la préparation. À ce moment-là, une fois que c'est bien chaud, on voit que ça commence, à blobloter, on peut réduire, et je dirais même que c'est une obligation de réduire la source de chaleur, sinon ça risque de brûler. Ça colle très vite, surtout si on ne mélange pas. Donc, la nécessité, c'est de mélanger toutes les 2-3 minutes. On donne un tout petit coup de cuillère en bois dans son ustensile, surtout dans les coins s'il y a des coins, si les bords ne sont pas arrondis, de manière à ce que ça ne colle pas dans le fond de l'ustensile. Il faut rester quand même, en surveillance à proximité de la préparation. Et puis, on laisse réduire jusqu'à ce que l'ensemble ait perdu à peu près les 3/4 de son eau, de manière à ce que ce soit cuit suffisamment, qu'il n'y ait plus d'acidité et que le volume soit réduit. Tout ça dépend en général de la puissance de feu qu'on a et de l'ustensile qu'on a choisi. Mais il faut considérer qu'il faudrait au minimum entre une demi-heure et un petit peu plus éventuellement pour dire que les choses soient bien faites. Voilà, donc c'est une excellente opportunité d'écouter un podcast pendant que vous touillez dans votre sauce. Vous écoutez ce qu'on raconte le reste du temps, ou bien vous faites une autre recette de notre bibliothèque, si je puis dire comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez votre fondue de tomate, on l'assaisonne. Alors, on pouvait l'assaisonner au départ. Maintenant, je suis un petit peu réticent. Pourquoi? Parce que si on assaisonne au départ et qu'on n'est pas habitué, un professionnel peut le faire au départ. Mais monsieur, madame, tout le monde risque d'assaisonner, je dirais, en fonction de la quantité, d'avoir la main un peu lourde. Et puis, une fois que c'est réduit et que ça a perdu 3/4 de son volume, ça risque d'être trop salé. Donc, moi, je suggère plutôt, c'est d'assaisonner donc plutôt à la fin, plutôt que d'assaisonner au début. On peut aussi ne pas assaisonner du tout, puisqu'on assaisonnera de toute façon par la suite. Mais moi, je conseille d'assaisonner à la fin, ça évite les problèmes. Est-ce qu'il faut sucrer pour couper l'acidité? Alors, normalement, si les tomates sont de bonne qualité, il ne faut pas sucrer. J'ai goûté ici des tomates d'une amie commune que nous connaissons bien, Marc, et qui avait des tomates de jardin. Tomates étaient naturellement tellement bien mûres et tellement sucrées, et j'emploie vraiment le mot sucré, qu'il était tout à fait inutile, ou qu'il serait tout à fait inutile pour ce genre de tomates de sucrer. Maintenant, on peut toujours sucrer si on se rend compte que la préparation est un petit peu trop acide ou qu'elle n'est pas suffisamment cuite, mais si elle n'est pas assez cuite, il suffit de continuer à la cuire tout simplement. Alors il y a un autre petit truc, ce serait de dire on met une petite giclée de ketchup
Disons, histoire de l'adoucir. Donc finalement, du ketchup, qu'est-ce que c'est? C'est de la purée de tomate cuite avec du glucose et du sucre. Bon, maintenant, c'est vraiment le truc qu'on donne pour la sauce spaghetti pour les enfants. Mais dans ce cas-ci, moi, je resterai sur l'idée de dire on ne sucre pas. Il sera toujours temps de rectifier l'assaisonnement par la suite. Pourquoi? Parce que la fondue de tomate ne va pas toujours s'employer seule, elle va s'employer en adjuvant. Or, si on vient à sucrer cette fondue de tomate, même légèrement, pour toute une série de recettes que nous allons voir dans quelques instants, ça ne serait peut-être pas très 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 bon en accord. Hein. Donc, moi, je laisserai ça comme ça, je ne sucrerai pas. Sauf si vraiment, vraiment, vraiment c'est nécessaire. Mais si vous faites ça avec des tomates d'automne, elles sont en principe suffisamment mûres. Ça risquerait plutôt d'arriver avec des tomates qu'on achète qui viennent en janvier ou en février à moitié mûres d'Espagne ou du Maroc. Hein. Ici, ce n'est pas le cas. Et donc, ça, c'est la recette classique de la fondue de tomate. Mais est-ce qu'il existe des variantes de ça? Alors, on peut faire des variantes tout simplement en ajoutant des légumes ou des herbes. Alors, les herbes qu'on peut ajouter, vous avez évidemment toutes les herbes de style méditerranéen, hein. Le basilic, bien entendu. Vous avez également la sarriette, vous avez également l'origan, le romarin, donc toutes ces herbes Herbe qui de sentent Provence? la Provence, voilà, les herbes de Provence, tout en sachant à ce moment-là que votre fondue de tomate va avoir des usages beaucoup plus restrictifs. Alors, au niveau des légumes, on peut ajouter ce qu'on appellera des petits légumes, c'est-à-dire en tête, je vais dire les poivrons. Alors on peut se contenter du poivron rouge en dés, on peut se contenter du poivron jaune, du poivron orange, mais on peut également mettre du poivron vert. Hein. Donc on peut très bien avoir 3 sortes de poivrons ou une seule. À ce moment-là, on fait également des dés avec les poivrons et on les met à cuire dès le départ. Hein. Sinon, ils ne seront pas cuits, bien entendu. Il n'est pas question de les rajouter à la fin. Alors, on pourrait également rajouter d'autres choses, hein, comme par exemple une brunoise de carottes. On pourrait ajouter une petite brunoise de fenouil, par exemple. Hein, de nouveau, ça va donner un petit peu un air méditerranéen. Mais là, par contre, il faudrait cuire ces légumes-là à part, dans un petit peu d'eau bouillante salée. Pourquoi? Parce que ce sont des légumes qui sont plus durs, et je prends le cas du fenouil, et que la tomate en elle-même ne va pas toujours avoir la température partout dans la casserole suffisante que pour cuire le fenouil. Hein, donc à ce moment-là, vous risqueriez d'avoir des dés de fenouil qui soient un tout petit peu croquants. Donc moi je suggère plutôt, c'est de faire un assemblage par la suite, de cuire ces légumes à part et de les ajouter ensuite. Vous pouvez également faire ça avec le poivron. La seule différence, c'est que le poivron est un légume plus tendre et que lui, en une demi-heure, il n'y a pas de problème, il sera cuit avec la tomate. Mais dans le cas de la carotte ou du fenouil, moi je ne le ferai pas. Alors, on peut également ajouter des olives, hein, olives vertes, olives noires, en tranches, concassées, hachées, aucun problème. Mais de nouveau, vous allez avoir à ce moment-là une fondue de tomate qui sera typée pour un usage particulier. Donc voilà ce qui concerne les variantes de la fondue de tomate à la portugaise. Alors, question conservation, l'idéal, hein, vous faites des petites portions, l'équivalent d'une ou 2 tasses, dans des petits récipients de type Tupperware, vous mettez ça au congélateur. Je rappelle comment on peut faire pour gagner du temps à la mise au congélateur. On fait couler un évier d'eau froide, on remplit ces petits récipients, on les ferme. En principe, ils sont parfaitement hermétiques, donc il n'y a aucun problème. Vous les immergez dans l'eau froide de votre évier. Et après une demi-heure, quitte à changer l'eau une fois, vos récipients, enfin en tout cas le contenu de vos récipients est quasiment froid. Et à ce moment-là, vous pouvez congeler sans aucun problème. Donc ça vous permet de gagner du temps et d'éviter surtout de laisser le produit à température ambiante dans la casserole de cuisson. Faut que ça refroidisse. Que ça refroidisse et surtout que des bactéries qui a plein l'air tombent dedans inutilement. Donc ça vous permet de gagner du temps et d'aller plus vite au niveau contamination bactérienne. Dans les petits pots, vous couvrez eau froide et congélateur, je dirais 1 heure après au maximum, Oui. et tout va bien. Mais justement, Guy, là, je me dis que ça fait comme plus de 20 minutes qu'on en parle et les gens doivent se dire, mais tout ça, ça sert à quoi au juste? Ah, ça sert à quoi? Eh bien, je vais vous donner toute une série d'applications possibles avec cette fondue de tomate à la portugaise. Il y en a 5 ou 6 comme ça qui me sont venus à l'esprit. Oui, mais en qui fait, permettent... donc à la base, c'est pour profiter des prix bas des tomates aujourd'hui, de pouvoir en Voilà. acheter plein, de préparer une recette et d'avoir dans son congélateur plein de cette base qui va servir pour des recettes plus tard. Tout à fait, tout Voilà, à donc c'est fait. pour conserver des tomates
C'est pour conserver des tomates facilement à partir de maintenant où elles sont bon marché. Ah, Maintenant, voilà. vous pouvez bien entendu utiliser la fondue de tomate au fur et à mesure et ne pas la congeler. Hein. Elle va se garder quelques jours au réfrigérateur dans votre frigo, de nouveau dans votre Tupperware. Si vous la mettez à refroidir très rapidement et vous la gardez au frigo, vous pouvez l'utiliser pendant 2-3 jours sans aucun problème. Donc vous n'êtes pas obligé de congeler si vous ne le souhaitez pas, bien entendu. Hein. Et ça tient combien de temps au congélateur? Au congélateur, vous allez tenir ça sans problème, je dirais pendant 5-6 mois. Hein. Bon, c'est cuisiné, Toute c'est au l'année? congélateur. Au moins jusqu'au printemps de l'année suivante, sans aucun problème. Hein. Ok. Alors, j'en profite également pour vous donner un produit de substitution. Bien souvent, dans le commerce, on trouve soit des dés de tomates, soit de la purée de tomates, et on trouve beaucoup plus difficilement de la tomate cuisinée. Alors, bon... il y a un magasin, une enseigne où je trouve que c'est un produit extraordinaire, ça ne coûte pas trop cher en plus. Hein. Je ne vais pas donner le nom du magasin, mais tout le monde va pouvoir le reconnaître. C'est un magasin dont l'emblème est un lion. Hein. Donc en Belgique et dans d'autres pays, on sait que ce magasin a une lettre, disons, qui commence par un D. Je n'en dirai pas plus. Et vous avez 4 variantes donc de tomates cuisinées. Je crois qu'ils appellent ça pulpe de tomates cuisinées d'ailleurs. Dans la marque donc du magasin, vous avez tout simplement à l'ail, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. Vous avez aux petits légumes, vous avez aux herbes, au basilic je pense d'ailleurs, et vous avez également au poivron. Donc les variantes que je viens de donner pour certaines d'entre elles se trouvent déjà cuisinées. La seule différence avec la fondue de tomate que je viens d'expliquer, c'est que celle-là est encore un petit peu liquide. Donc elle n'aura pas exactement les mêmes usages, il faudrait la faire réduire un petit peu. Ils vendent ça frais? Ah non, c'est en conserve. Hein. Ah, ok. En conserve. Et alors le gros avantage, c'est que c'est carrément utilisable à l'instant. Donc vous ne devez plus, si ce n'est une question de consistance, vous ne devez plus faire cuire. Il n'y a pas d'acidité, c'est bien rouge. Vraiment, ce sont des tomates qui sont bien rouges. Et si vous devez faire une sauce minute dans laquelle vous souhaitez ajouter de la tomate et que vous n'avez pas de tomate, de fondue de tomate à la portugaise maison, vous remplacez par ce produit-là, c'est génial. Et je vous dis, ça ne coûte vraiment pas cher du tout pour une qualité que je trouve exceptionnelle. D'ailleurs, je leur ai déjà dit en allant en acheter, je dis je ne viens que pour ça. Bon, j'achète autre chose quand j'y vais, mais je vais là-bas pour chercher, je dirais quand j'en ai besoin, des tomates cuisinées, qu'il n'est plus nécessaire de faire cuire pendant 2 heures pour enlever l'acidité soi-même. Voilà. Ceci étant dit, quelques petites recettes. Alors il y en a une dont je ne vous avais pas parlé, Marc, qui sont des pizzetta. Alors qu'est-ce qu'une petite pizzetta? Vous avez compris, je suppose que c'est une pizza miniature. Alors, ça peut être utilisé au moment de l'apéritif, mais vous pouvez également les faire en mise en place. Alors là, c'est facile. Hein. En les faisant en mise en place, vous les précuisez, vous les stockez dans des boîtes de nouveau de type Tupperware, à plat, avec une feuille de papier de cuisson, donc papier culinaire, entre eux. Et puis, vous avez des invités qui arrivent à l'improviste, ou quelqu'un qui vient boire un verre chez vous. Vous sortez 10 petites pizzettas comme ça qui sont pré-cuites, vous les mettez sur une plaque de pâtisserie, sur une tôle ou un moule à tarte, vous les passez rapidement au four ou éventuellement sous le grill, et vous avez comme ça des mini pizzas en mise en bouche Les à pizzettas, ça se l'improviste. présente comment? Je vais vous expliquer comment on fait. Donc, vous Donc prenez... c'est en plein esprit, bienvenue chez les Sticks, quelqu'un débarque à l'improviste, Voilà. Toi tu vas pas partir comme ça, tu viens bien prendre un petit verre, allez tiens je vais te faire des petites pizzas, ça prend pas longtemps, ça prend combien de temps à faire? il faut les faire en mise en place, mais quand il s'agit de les réchauffer, ça prend le temps de les sortir du congélateur et de les passer au four, tout simplement. Hein. Ce qui fait à peu près combien de temps? 5-6 minutes au four. Bon, Voilà. il faut faire chauffer le four, évidemment. Voilà. Hein. Donc Mais le temps, de prendre, un le petit temps de four déboucher la électrique. bouteille. Voilà, un petit four électrique, ça va vite. Hein. Surtout que maintenant, on a souvent un petit four électrique d'appoint qui est chaud en quelques minutes. Donc, vous achetez de la pâte feuilletée qui est déjà laminée, donc qui est déjà à la bonne épaisseur, et puis avec un petit emporte-pièce. Et si vous n'en avez pas, vous prenez le dessus, le dessus d'un verre, hein, dont vous faites des petits disques, des petits cercles d'à peu près 4 à 5 cm de diamètre. Donc c'est vraiment très facile à faire. Une fois que vous avez vos petits cercles, vous faites un petit peu de dorure. Bon, une dorure, je rappelle ce que c'est soit du jaune d'œuf et de l'eau salée légèrement battue, c'est soit de l'œuf entier, et si on en fait en grande quantité, c'est un œuf entier, un jaune et un petit peu de sel, on bat le tout, un petit pinceau, on passe la dorure sur le bord des pizzettas. Avec une fourchette, on pique 2-3 fois au milieu pour éviter que la pâte feuilletée ne montre trop. Et puis, on prend l'équivalent d'une petite cuillerée à café. Ça dépend un petit peu de la taille des pizzettas qu'on a. Une petite cuillerée à café de cette fondue de tomate à la portugaise et on le met au milieu.
Alors on étale, hein, il ne faut pas que ça fasse un dôme, il faut que ça soit, ils ont un petit peu étalé. On évite d'aller sur les bords, on laisse à peu près 1,5 cm de bord de pâte apparent. Et puis on met un petit morceau de filet d'anchois, une demi-olive noire, une demi-olive verte, hein, et un petit peu de fromage râpé. Selon On passe le tout, selon le goût, voilà. Un petit peu d'herbe de Provence si on a envie, un petit peu de romarin, un peu d'estragon, enfin vraiment ce qu'on a sous la main. On passe le tout dans un four à 180 degrés pendant, je dirais, 3-4 minutes maximum. Le but c'est pas de les cuire, hein. En tout cas si on veut les mettre en congélation. Le but c'est de les pré-cuire, donc de les cuire on va dire entre moitié et 2/3. Hein. Donc on les passe au four, on les pré-cuit. Et puis on les enlève, on les met sur une grille, on les laisse refroidir. Et puis comme je l'ai expliqué, on les met au congélateur dans des boîtes en les alternant par couche avec une feuille de papier de cuisson de manière à ce qu'elles ne collent pas ensemble. Et quand on a comme ça une visite à l'improviste, on retire ces petites pizzettas, on les repasse au four en vitesse et on a quelque chose, disons, d'improvisé mais de fait maison. Quand je dis improvisé, les invités vont croire que c'est improvisé. En réalité, vous aurez fait une mise en place et vous aurez quelque chose d'impeccable à donner à l'apéritif. Et ça pourrait même être une idée à garder pour les fêtes de fin d'année au moment de l'apéritif. Hein. Tout ça fait avec des tomates qu'on a soit dans son jardin, soit qu'on a acheté à la bonne saison. Ça, c'est la première recette, ça. Super facile à faire. Super facile, oui, vraiment, c'est vraiment très très facile Wow. à faire et c'est bon en plus. Hein. Ça nous change des pizzettas qu'on achète, je dirais, dans les biscuits salés, dans les snacks. Qui sont trop salés, de toute façon. Qui sont trop salés et qui ne sont pas aussi bons que celles-ci. Je vous conseille vraiment, Marc, c'est d'utiliser, enfin, c'est d'essayer. Vous allez voir, vous allez être étonné. Alors, une deuxième recette qu'on peut faire avec cette fondue de tomate à la portugaise, ce sont des œufs cocottes à la portugaise. Alors, l'œuf cocotte, c'est une entrée qui est un petit peu passée de mode. Pourquoi? Parce que bon, maintenant on fait des entrées qui sont beaucoup plus chics, mais ça peut être par exemple un plat qu'on peut faire le soir pour un repas du soir, hein, avec du pain, avec une petite salade en plus, éventuellement avec un bout de fromage après. Donc soit comme entrée, soit comme je dirais comme pivot, comme plat principal pour un repas léger le soir. Alors vous allez me dire, bon, est-ce que manger des œufs le soir c'est une bonne idée? Bon, on dit toujours qu'un œuf le soir c'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir, mais enfin voilà, ça ne coûte pas cher. Pour cette variante-ci, on peut très bien faire une fondue tomate dans laquelle on a mis un peu de poivron rouge, par exemple. Hein. Ce n'est pas une obligation, mais ce serait une bonne idée pour le plat. Vous prenez ce qu'on appelle des ramequins. Alors un ramequin, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits moules en porcelaine ou éventuellement en verre qui font à peu près 6 ou 7 centimètres de diamètre pour 4-5 centimètres de hauteur. Hein. Vous voyez un petit peu? Ça doit contenir à la fois un œuf et quelque chose d'autre. Vous beurrez ou vous huilez légèrement votre moule à l'intérieur avec un pinceau. Vous déposez une cuillerée ou 2 cuillerées de cette fondue de tomate dedans. Si vous l'avez fait chauffer d'abord, ce n'est pas plus mal parce que ça va donner déjà une petite avance à la cuisson. Donc vous pouvez très bien réchauffer votre fondue de tomate dans une tasse ou dans un petit bol ou dans le récipient d'origine au micro-ondes. Donc ça c'est tout facile. Vous mettez une cuillerée donc de cette fondue de tomate dans le fond. Vous faites un tout léger creux, hein, vraiment juste c'est vraiment pour le dire. Et puis vous cassez 1 ou 2 œufs donc dans votre ramequin et puis vous allez faire cuire ça soit au four, soit au bain-marie dans une casserole sur le feu. Alors je vous explique les deux techniques. Vous salez un petit peu votre œuf, bien entendu, et vous le déposez dans un récipient dans lequel vous aurez mis de l'eau bouillante. Alors, si c'est un récipient que vous mettez sur le feu, sur le fourneau, sur le bec ou sur la plaque électrique, il faut quand même toujours mieux prévoir un petit papier dans le fond. Pourquoi? Parce que si l'eau se remet à bouillir, vous allez avoir des bulles qui vont se former et vos ramequins risquent de renverser dans l'eau, ce n'est pas intéressant. Donc il faut mettre un petit papier dans le fond, un petit papier de cuisson. Si vous cuisez ça sur le fourneau, vous devez couvrir le récipient, donc il faut forcément un récipient sur lequel on peut adapter un couvercle et forcément que le niveau des ramequins soit plus bas que le niveau du couvercle. Hein, ça a l'air bête, mais pas question de faire ça dans une poêle, par exemple. Hein, si vous ne savez pas couvrir parce que la poêle n'est pas assez haute, ça ne marche pas. Et la cuisson va durer à peu près 6 à 7 minutes au total. Alors comment va-t-on juger de la cuisson de ces œufs? Eh bien, il faut tout simplement, avec le doigt, tâter le dessus de l'œuf pour voir comment il est. Précision, le blanc doit être coagulé sans plus, le jaune doit rester liquide. Donc pas question de laisser ça 10 minutes, sinon on a un œuf dur entouré de chair de tomate, ce qui n'est pas bon. Donc c'est bien un œuf mollet
qui doit se trouver dans votre récipient. Alors, une fois que c'est cuit, vous prenez la précaution avec des gants, je dirais, qui permettent de manipuler les choses chaudes, d'enlever vos ramequins, vous les essuyez, puis il y a toujours eu de l'eau sur la face extérieure, et vous les déposez sur une assiette, il n'y a plus qu'à servir, comme on dit, emballer c'est peser, il n'y a plus qu'à déguster. Maintenant, si vous faites ça au four, ce qui est l'autre alternative, de nouveau, un récipient, dans lequel vous allez pouvoir mettre de l'eau bouillante, vos ramequins. Même chose, c'est intelligent de prévoir un petit papier en dessous pour éviter tout risque de renversement des ramequins. Là, par contre, on ne doit plus mettre de couvercle puisque c'est la chaleur du four qui, par, je dirais à la fois, et l'eau chaude et par l'extérieur, donc par le dessus et les côtés, va cuire vos œufs cocottes. Quantité d'eau, considérez qu'il faut mettre à peu près entre moitié et 2/3 de l'eau à hauteur des ramequins. Donc si votre ramequin fait 5 cm, vous mettez entre 2 cm et demi et 3 cm d'eau bouillante pour la cuisson. Et vous avez comme ça des œufs cocottes à la portugaise. On peut rajouter, pour les terminer, soit un petit peu de fondu de tomate à la portugaise que l'on va rajouter au-dessus, soit un petit peu de sauce tomate et une petite pointe de persil de toute façon. Donc ça, c'est une première suggestion de plat, en plus des pizzettas. Alors vous avez des œufs mollets à la portugaise. Alors l'œuf mollet à la portugaise, c'est un petit peu une variante un tout petit peu plus complexe. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend des demi-tomates qu'on n'a pas mondées cette fois-ci. On va les creuser très légèrement. Donc on va, avec une cuillère, évider le centre. On va saler, on va poivrer. Et on va faire cuire ces demi-tomates au four. Alors, on va les faire cuire jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on puisse passer un couteau dans la chair et qu'on sente une résistance moindre. Le but, ce n'est pas que les tomates s'affaissent, évidemment. C'est vraiment que les tomates soient percées, elles soient chaudes, bien entendu, mais qu'elles soient percées sans être tombées en compote. On va mettre à l'intérieur de ces tomates par la suite de la fondue de tomate cuisinée. Donc, c'est la fondue de tomate que nous venons de réaliser, qu'on va également réchauffer, elle doit être chaude. On va ajouter un œuf mollet. Alors je rappelle ce que c'est qu'un œuf mollet. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf qu'on a cuit donc dans sa coquille dans de l'eau bouillante. Alors c'est de l'eau bouillante dans laquelle on met du vinaigre, pas du sel, on met du vinaigre. Pourquoi? Parce que s'il y a une petite fissure qui vient à se produire au moment où on met les œufs dans l'eau bouillante, le vinaigre va coaguler tout de suite la protéine du blanc d'œuf et empêcher que le blanc d'œuf ne se répande dans la casserole. Je rappelle également que quand on fait des œufs mollets, des œufs durs ou des œufs donc cuits dans leur coquille dans de l'eau, on prend des œufs qui sont en température ambiante pour éviter un choc thermique, pour pas qu'ils éclatent, et on les dépose délicatement avec une cuillère, on ne les jette pas du haut de la casserole dans l'eau. Donc, on va les cuire combien? On va les cuire, disons, 3 minutes à peu près. Pourquoi? Parce qu'il faut ensuite les écaler, et puis on va les repasser au four légèrement dans la demi-tomate avec la fondue de tomate pour les réchauffer un petit peu. Autre méthode, c'est de pouvoir les réchauffer dans de l'eau. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a écalé ces œufs, on les a bien sûr gardés, puisque ça peut se faire à l'avance, on les a gardés à part dans un peu d'eau froide pour éviter qu'ils ne sèchent. Et puis de nouveau, casserole d'eau bouillante, on les dépose pendant l'équivalent de 1 minute et demie, maximum 2 minutes. Pourquoi? Je rappelle, on les a cuits à peu près 3 minutes, on va les repasser 1 minute et demie, 2 minutes, on va donc atteindre l'équivalent de 5 minutes de cuisson, et 5 minutes à 5 minutes 30, c'est la durée de cuisson normale d'un œuf mollet. Donc, on les pré-cuit, on les écale, on les réserve, et au moment de s'en servir, on les repasse dans de l'eau chaude, ou on les repasse éventuellement au four sur les demi-tomates. De nouveau, on nappe son œuf une fois qu'il est dans la tomate avec un petit peu de sauce tomate, une petite pointe de persil, et on a de nouveau un plat qui peut être servi soit en entrée, soit comme repas le soir. Voilà en ce qui concerne l'œuf mollet à la portugaise cette fois-ci. En plus de ça, tu as d'autres applications pour... Alors, on a la fameuse sauce choron. Alors la sauce choron, qu'est-ce que c'est? C'est une sauce béarnaise qui est tomatée. Ça change un petit peu de la sauce béarnaise habituelle. Alors que ce soit une sauce béarnaise maison ou éventuellement une sauce que vous avez trouvée dans le commerce chez un traiteur, ce n'est pas compliqué. Une fois que la sauce est chaude, qu'est-ce qu'on fait? Au milieu de sa saucière, on va mettre une pointe. Quand je dis une pointe, c'est-à-dire normalement on peut monter jusqu'à la moitié de la quantité. Mais
traditionnellement dans les restaurants, qu'est-ce qu'on fait? On met la sauce béarnaise dans la saucière et on met l'équivalent, disons, d'une cuillère à entremets de fondu de tomate au milieu en garniture avec une petite pointe de persil. Et puis quand le garçon arrive devant le client, on procède au mélange de la sauce béarnaise et de la fondue de tomate devant le client. Ça fait toujours un petit effet et on a finalement une sauce béarnaise tomatée à servir au client. Ce qui change donc de la béarnaise traditionnelle. Donc ça c'est la sauce Choron, et alors qui doit son nom à Choron, à Monsieur Choron, qui l'a, je dirais, inventé ou qui l'a créé jadis. Et puis, dans le même esprit, vous avez les fonds d'artichaut frits Elder, qui peuvent être servis soit en entrée, mais également en accompagnement d'un plat. Alors généralement, on sert les fonds d'artichaut frits Elder en garniture d'une pièce de viande rouge sautée. Alors pièce de viande rouge, ça peut être un beefsteak, un steak, une entrecôte, un châteaubriand, un filet pur, pour donner ces exemples-là. Donc les fonds d'artichaut, en quoi consistent-ils? Eh bien, ce sont des fonds d'artichaut en boîte, donc qui sont déjà cuits, bien entendu, égouttés, épongés, passés dans la farine, ensuite passés dans ce qu'on appelle une anglaise, c'est-à-dire du blanc d'œuf légèrement battu avec un tout petit filet d'huile, un peu de sel, et ensuite dans de la chapelure. On les passe en friture, et lorsqu'ils sont bien dorés, on les égoutte et on va mettre au centre, donc du côté creux du fond d'artichaut, une cuillerée de béarnaise et puis une petite pointe de nouveau de fondu de tomate à la portugaise au centre avec une petite pointe de persil. On sert ça donc avec un morceau de viande rouge, une belle pomme frite, un beau bouquet de cresson, et voilà une recette toute simple avec un petit peu bien sûr de béarnaise en accompagnement. Wow. Alors encore une autre idée de plat, ce sont les pâtes puttanesca. Alors les pâtes puttanesca, j'en ai mangé à Rome il y a quelque temps, tout près de la place Navone, c'était génial. Il y a la recette traditionnelle et puis il y a une petite recette qui vous permet de gagner du temps, c'est celle que je vais vous expliquer. Ce sont donc des pâtes, généralement des spaghettis au départ, mais on peut utiliser également d'autres pâtes, comme des penne par exemple. On va prendre un petit peu d'huile qu'on fait chauffer dans un récipient. Si vous n'avez pas mis d'ail dans votre fondu de tomate, c'est le moment de prendre à peu près l'équivalent d'une gousse d'ail par personne. Vous allez concasser ou hacher finement cette gousse d'ail ou éventuellement la passer au presse-ail, l'ajouter dans l'huile d'olive. Attention, l'huile d'olive doit être chaude, mais pas suffisamment que pour faire frire l'ail. L'ail doit simplement fondre dans la matière grasse et non pas frire, non pas grésiller. Ensuite, vous ajoutez l'équivalent de 2 filets d'anchois par personne, donc des filets d'anchois au sel, donc les filets d'anchois à l'huile, on va dire, pour faire simple, que vous allez couper en petits morceaux et que vous allez faire chauffer également avec votre ail et dans votre huile d'olive. Ensuite, vous ajoutez votre une cuillère à potage par exemple, de fondu de tomates à la portugaise. Si vous n'en avez pas, à ce moment-là, on met des tomates fraîches coupées en dés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. L'avantage de la fondue de tomate quand elle est faite, c'est que vous ne devez pas cuire la tomate, c'est que vous pouvez passer à l'étape suivante. Là, vous ajoutez l'équivalent d'une cuillerée à café de capre légèrement concassé. Donc les capres, vous savez tous ce que c'est, ce sont ces petites baies, ces petits boutons floraux verts. Et alors un petit peu d'olive, olive noire, olive verte, l'équivalent de 2-3 olives par personne de nouveau, soit concassées, soit coupées en tranches. Et puis vous versez cette sauce sur vos pâtes chaudes, bien entendu, un petit peu de persil, un petit peu d'origan, et vous avez une superbe recette de pâtes, Marc, que vous connaissez bien puisque nous en avons déjà fait ensemble. Ah oui, c'est bon. Alors bien entendu, un petit peu de parmesan râpé, de copeaux de parmesan ou du parmesan moulu, ou éventuellement, si vous n'en avez pas, bien entendu, du fromage, disons, plus traditionnel, genre gruyère, mais les Italiens l'avont hurlé s'ils entendent que je raconte qu'il faut du gruyère et non pas du parmesan. Et alors l'avantage, c'est que vous pouvez également réaliser cette recette avec des pâtes froides en accompagnement de buffet, l'été. Il suffit tout simplement de mélanger des pâtes froides avec un petit peu d'ail, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de morceaux de filet d'anchois coupés, un petit peu de capre, un petit peu de fondu de tomate à la portugaise froide, bien entendu. Et vous avez des pâtes puttanesca froides qui accompagnent évidemment n'importe quel buffet l'été au jardin. Alors, dernière application de la fondue de tomate à la portugaise, finalement, c'est la fameuse fondue valaisanne cette fois-là. Donc, vous partez de votre base de fondue de tomate. Alors, il en faut, je dirais, l'équivalent d'une bonne tasse par personne à la base. Donc, vous la faites chauffer, vous ajoutez un petit peu de vin blanc, vous amenez à ébullition votre mélange tomate-vin blanc, quitte à faire réduire un petit peu le vin blanc avant si vous voulez gagner du temps,
et avoir, plus d'assurance que le vin blanc ne sera pas acide, à ce moment-là, vous faites bouillir votre vin blanc sur le côté et vous le faites réduire de moitié. Donc vous l'ajoutez à votre fondu de tomate et puis vous fromagez le tout avec 1, 2 ou 3 fromages, donc du fromage râpé, que vous mélangez en le saupoudrant et en attendant qu'il soit toujours bien incorporé. Parce que si vous mettez tout le fromage d'un coup en trop grande quantité, vous allez avoir une boule qui va se former et que vous aurez beaucoup de mal après à disperser dans votre sauce tomatée. Donc vous ajoutez le fromage, alors l'équivalent d'une bonne poignée de fromage par personne, et ça se mange dans le Valais, parce que j'en ai mangé à plusieurs reprises, ça se mange non pas avec du pain comme le reste des autres fondus au fromage, mais bien avec des pommes de terre en chemise qu'on épluche et que l'on écrase dans sa sauce, et je peux vous assurer que c'est génial. Donc vous avez ici quand même toute une série de recettes issues de cette fondue de tomate à la portugaise, vraiment tous azimuts, aussi bien plat, entrée, repas du soir, accompagnement, Donc plat d'été. que ce soit pour ceux qui cultivent eux-mêmes leurs tomates et qui maintenant se retrouvent avec des tomates à ne plus savoir qu'en Qu'en faire, faire, voilà. ou alors ceux qui vont faire leur marché et qui se rendent compte que les tomates sont quand même bien bon marché pour la saison, voilà une bonne préparation qui permettra d'en profiter toute l'année. En tout cas, au Maintenant, moins je jusqu'au dirais, oui, printemps. il faut mettre quand même en œuvre plus d'1 kilo de tomates si on veut, disons, le faire avec un petit peu de mise en place à la clé, parce que si c'est pour, monder 3 tomates et faire une fondue de tomates avec 3 tomates, ça ne vaut pas vraiment la peine. Il faut un jour dire, tiens, je vais acheter 4-5 kilos de tomates, quitte à le faire en 2 soirées, mais je vais les éplucher, je vais enlever les pépins, je vais réaliser ma fondue de tomates. Là, ça vaut la peine de le faire avec 4-5 kilos de tomates. Et à ce moment-là, on a de la réserve pour une bonne partie de l'hiver. Super, merci beaucoup Guy pour cette conversation sur la fondue de tomate à la portugaise. Je crois qu'on va en arrêter là pour cet épisode. C'était l'épisode numéro 12 du podcast Parler Cuisine. N'oubliez pas, si vous avez une question concernant cette recette ou vous avez une question d'une manière générale sur la cuisine, vous pouvez toujours nous envoyer un email à question@parlercuisine.com. Vous retrouverez les notes de cette émission avec tous les détails de chacune des recettes sur le site parlercuisine.com, ou alors si vous regardez sur un iPad ou un iPhone, normalement il suffit de tapoter sur le logo de Parler Cuisine. Au moment où vous écoutez, vous verrez les notes de l'émission qui apparaissent. Et sinon, vous pouvez aussi laisser un message sur notre page Facebook. On a un compte Twitter maintenant, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Il y a plein de choses qu'on partage là-dessus aussi. Je vous retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, Marc.